crois que j'ai eu l'idée début juin, en gros. J'ai reçu mon premier lot test vers le 6-7 juillet et j'ai immatriculé la boîte le 15 juillet. On clôture notre bilan au 31-12 cette année, mais là, je peux te dire qu'on fait 230 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. T'es sur un train à plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Quand est-ce que t'as commencé à investir en ads sur Meta, sur Google, dès le départ, ou c'est beaucoup plus récent que ça? Non, bah là, ça fait un mois. Le marketing direct, c'est-à-dire lié à la publicité, il est hyper séduisant parce que c'est un modèle mécaniste. Il suffit que tu investisses 1, puis tu as 3 en sortie. Et donc, tu peux piloter ta croissance hyper facilement. Moi, à la place du marketing direct, j'ai préféré le marketing de marque. Et ce que j'appelle le marketing de marque, c'est justement cette obsession du produit, mais même de l'expérience client de façon générale. Une marque, il faut qu'elle soit en cohérence à tout niveau. En cohérence dans son produit, en cohérence dans son expérience client, dans son service client, dans son SAV, dans la préparation des commandes, dans le livret d'accueil qu'on met avec. Et ça doit être un continuum absolu. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Top, bon, ça va bien? Super, en pleine forme. Et toi? Ouais, ça va très bien, merci beaucoup. On arrive enfin à trouver ce créneau pour pouvoir enregistrer notre épisode ensemble. Ce que je te propose, c'est qu'on directement dans le vif du sujet. On avait eu l'occasion d'échanger il y a quelques mois maintenant. À ce moment-là, tu m'as présenté à Pharos. Moi, j'ai trouvé ton histoire et l'idée derrière Pharos plutôt dingue. Et en tant que spécialiste de l'e-commerce, ce que j'ai trouvé encore plus dingue, c'est quand tu as commencé à me raconter les chiffres que tu arrives à atteindre en l'espace de quelques mois, qui sont encore plus impressionnants encore aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler. Donc ça va être l'une des thématiques d'aujourd'hui, c'est comment toi, David, avec Pharos, tu arrives à générer autant de croissance sans pour autant miser essentiellement sur les leviers publicitaires, voire même sans miser du tout sur les leviers publicitaires classiques de Meta et de Google. Mais avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Eh ben écoute, je suis David, papa de 2 petites filles merveilleuses. J'aime me définir comme un explorateur du potentiel humain parce que tu vois, j'ai la conviction qu'on a la chance d'être incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie, et que c'est une responsabilité d'y jouer pleinement. Dans ce contexte-là, j'anime depuis 5 ans un podcast qui s'appelle Limitless Project, sur lequel j'ai reçu plus de 150 médecins, scientifiques, nutritionnistes, entrepreneurs, athlètes, pour comprendre quels sont les déterminants de la performance humaine, qu'elle soit intellectuelle ou physique d'ailleurs. Ils font tous un peu le constat que on est massivement carencé en vitamines et minéraux et que ça impacte à la fois notre énergie et notre longévité. Et c'est comme ça que l'année dernière, j'ai eu l'idée de lancer Pharos, qui est une marque qui commercialise notamment un steak haché composé à 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et à 20% d'abat. Donc il y a 23 grammes de foie de bœuf à l'intérieur, ce qui équivaut à 4 kilos de légumes en vitamines et minéraux. Donc parce que le foie de bœuf, en réalité, même si c'est un abat qui a aujourd'hui mauvaise presse parce que on a l'impression que c'est dégoûtant, etc., eh bien c'est l'aliment le plus nutritif de la planète. C'est vraiment une bombe nutritionnelle bien plus puissante que n'importe quel super aliment qu'on te vend dans le commerce. Et pour répondre justement à cette problématique liée au fait qu'il est peu ragoûtant, j'ai eu l'idée de le cacher dans un steak haché. La plus belle preuve de ce succès, c'est que j'arrive à en faire manger à ma femme 2 fois par semaine. D'accord, très bien. Top, écoute, merci beaucoup. Tu nous as bien expliqué et t'es vite rentré dans le vif du sujet de Pharos. T'es effectivement le créateur d'un podcast qui est assez connu, qui fait combien d'écoutes par mois ou par an? On fait entre 80 et 100 000 écoutes par mois. Ok. Bon, déjà, félicitations pour ça. Moi, je suis un fidèle auditeur de ton podcast que je trouve vraiment toujours très pertinent et très intéressant. Et donc, au fur et à mesure de tes échanges, tu as trouvé
l'idée de Féroce, mais comment on fait pour pouvoir se lancer effectivement dans ce genre de parcours? Parce que lancer sa propre marque entre de gros guillemets de steak haché, c'est pas rien. Il y a de gros concurrents sur le marché. Ça nécessite de faire énormément de volume. Comment t'as enclenché la machine? Comment t'as démarré le projet? Écoute, j'ai toujours été entrepreneur et je me caractérise par le fait de passer très rapidement à l'exécution. Ouais. Tu vois, si tu regardes l'être humain, c'est une création absolument incroyable. Tu vois, tu te dis comment est-ce que la nature a pu réussir à créer un être aussi complexe, capable de faire autant de choses, doté d'une telle intelligence, etc. Et en réalité, elle l'a pas fait, elle a pas cherché à le faire. C'est vraiment des itérations successives qui, petit à petit, à force de sélection et de suppression, a mené à une évolution naturelle et à créer. L'objectif de la nature, c'est pas de créer l'être le plus intelligent possible, c'est de créer l'être le plus fitness possible. Ouais. La notion de fitness, elle a rien à voir avec les muscles en salle de muscu, mais elle est liée à l'adéquation d'un organisme avec son environnement pour maximiser ses chances de survie et de reproduction. Moi, j'adopte à peu près la même stratégie dans la création de mes entreprises, c'est-à-dire que plutôt que de créer un plan stratégique dans ma tête, j'ai essayé de me confronter le plus rapidement possible au marché et aux problèmes, Ouais. et je vois les problèmes comme des cadeaux parce que c'est eux qui, en les résolvant, créent autant d'assets qui sont les fondations de ma marque et du développement de mon entreprise. Et donc, dans la genèse de Féroce, écoute, donc j'avais déjà fait ce constat de cette problématique liée aux carences nutritionnelles de la population générale. La réponse classique de la société, c'était de concevoir des poudres, donc des compléments alimentaires, etc. L'inconvénient de ça, c'est que ces molécules dénuées de toute leur matrice cellulaire sont beaucoup moins bien traitées par le corps et utilisées par le corps. Et puis je suis tombé sur cette étude aux États-Unis d'un professeur qui s'appelle Tibel, qui classait les aliments par densité nutritionnelle et qui a conclu que le foie de bœuf était l'aliment le plus nutritif de la planète. Dans cette étude, 7 grammes suffisaient à couvrir la plupart de nos besoins, Ouais. alors qu'il fallait 1,3 kg de légumes pour avoir le même impact sur nos AJR, donc sur nos besoins quotidiens, et plus de 2 kilos de glucides de type céréales, riz, etc. Et là, je me dis, putain, c'est quand même dingue. 7 grammes de foie de bœuf équivalent à 1,3 kg de légumes et plus de 2 kilos de glucides. C'est absolument incroyable. Et donc, pas plus. Et donc voilà. Et donc, j'ai directement essayé d'en cuisiner à la maison. Et puis là, ma femme, elle me dit, bah ouais, elle est bien jolie ton histoire, mais c'est pas bon, j'aime pas ça, tu vois. Et là, je me dis, si je mettais dans un steak haché. Donc j'avais un producteur de viande parce que j'avais déjà essayé de sourcer des élevages de qualité, 100% à l'herbe, etc. Et donc je l'appelle et puis je lui dis écoute, est-ce que tu penses que ce serait possible de faire un steak haché avec du foie de bœuf à l'intérieur? Puis il me dit l'idée elle est bonne, mais je pense que ça va être compliqué. Le foie c'est quelque chose de fragile, je suis pas sûr que ça se mélangera correctement. Il faudra le préparer d'une certaine façon, etc. Mais bon, je veux bien en discuter avec l'atelier de transformation qui s'occupe de la découpe de mes animaux. Et le lendemain, il m'appelle et puis il me dit François Lemierre, qui dirige les éleveurs de la Charentonne, qui est un atelier de transformation. Donc, un atelier de transformation, c'est un endroit où on récupère les carcasses, où on va les découper et qui est potentiellement équipé d'une chambre blanche dans laquelle on peut confectionner des steaks hachés. Et François m'appelle et il me dit mais cette idée, elle est géniale. Moi, en tant qu'éleveur, je trouve ça tellement triste de voir toutes ces parties jetées à la poubelle, envoyées en Chine ou recyclées en pet food. Je trouve que ton idée, elle est vraiment top. Si t'es d'accord, on peut partir sur un lot test de 100 kilos et puis voir ce que ça donne. Donc moi, j'avais aucun client, la boîte, elle était pas créée, etc. Bon, 100 kilos, c'est pas colossal, mais ça fait quand même beaucoup s'il y a que moi qui dois les manger. Oui. Mais pour autant, j'avais envie de tester, tu vois. Donc j'ai dit OK, go. Et le lendemain, j'enregistre un podcast pour Limitless avec une naturopathe qui s'appelle Florence. Et pendant le podcast, elle est spécialisée sur tout ce qui est neurotransmetteurs. Donc la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine. Et ces neurotransmetteurs, ils sont vraiment essentiels pour le fonctionnement du corps, du cerveau, la motivation, l'énergie. Et puis elle me dit, en réalité, si il y a plein de gens qui se sentent fatigués, qui ont du mal à se réveiller le matin ou à s'endormir le soir, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à synthétiser correctement leurs neurotransmetteurs. Et ça vient de déficit en micronutriments. Et puis au fil de la discussion, elle me parle des abats. Elle me dit, il faudrait que les gens mangent du foie de bœuf. Je dis, ça tombe bien. J'ai eu l'idée d'en cacher dans un steak haché. Et justement, je viens de lancer un lot test là de 100 kilos. Okay. Et donc, je dis ça pendant le podcast. Il y avait même pas encore de nom de marque. Et là, suite à la publication du podcast, je reçois plein de messages d'auditeurs qui me disent mais cette idée, elle est géniale. Je suis d'accord de tester.
Mais moi je me dis super, donc je les ajoute tous sur un groupe WhatsApp et que j'ai renommé le Féroce Club. J'avais pas encore le nom à ce moment-là, mais donc maintenant ça s'appelle le Féroce Club et donc ça a été mes 100 premiers clients. Et donc voilà, donc j'avais ma première production qui était lancée, j'avais potentiellement mes cobayes qui étaient prêts à tester. Et hasard du calendrier, j'étais en Bretagne pour le baptême de ma seconde fille, et donc j'avais réuni un petit peu de famille pour cette occasion. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai reçu mon premier lot. Et donc pour le dîner du soir de mon baptême, enfin du baptême de ma fille, et ben j'ai servi mes steaks hachés. Sans même moi les avoir goûtés avant. Donc tu vois, c'était la full découverte. D'ailleurs, j'étais dans une cuisine d'un Airbnb, je galérais à cuisiner, ça accrochait un peu à la poêle, le truc il se pétait. Enfin bref, c'était pas terrible sur le plan de la cuisson. Et puis pour autant, j'avais une trentaine de personnes qui étaient là, je leur en sers. Puis moi j'étais en cuisine, j'avais même pas goûté. Et puis je regardais leur tête, j'essayais de voir s'ils avaient l'air de trouver ça bon ou pas. Et puis voilà, globalement ça avait l'air de bien se passer. Puis là je vois mon frère qui me demande de se resservir. Alors que mon frère, faut savoir qu'il déteste tout ce qui sort de l'ordinaire. Tu vois, il mange pas de poisson, il mange pas de canard. Enfin, dès que t'as un truc un peu bizarre, il est hyper conventionnel. Donc le fait qu'il me propose, qu'il me demande de se resservir, pour moi c'était la validation ultime que le produit il était ok. Et donc voilà, donc j'ai expédié à mes 100 premiers clients du Féroce Club. Donc j'avais créé un petit site sur Shopify. Je connaissais pas Shopify, hein, c'était première fois de ma vie que j'utilisais. L'abonnement il coûtait pas cher, 39 €. J'avais trouvé le nom Féroce que je trouvais terrible, et donc j'avais fait un petit logo avec Pixelmator, avec une espèce de lance, etc. C'était un côté avec des lettres un peu ancestrales, un peu fer forgé, tu vois. J'avais créé mon Shopify avec un thème sur étagère. J'avais qu'un seul produit, donc c'était assez simple de raconter l'histoire en fiche monoproduit, tu vois, où je racontais l'avantage d'avoir un élevage 100% à l'herbe, la teneur en oméga 3, toutes les vitamines et minéraux qu'on pouvait trouver là-dedans, etc. Et puis j'avais envoyé à mon groupe WhatsApp qui ont commandé, et donc j'ai vendu sans problème mes 100 premiers kilos. Et puis voilà, ça y est, l'aventure elle a été lancée, les retours étaient vachement positifs. Tu vois, moi et tu vois, j'en reviens un petit peu à ce que je te disais au début, qui est que j'essaie de me confronter rapidement au marché, et comme ça je traite les problèmes, et les problèmes sont en réalité les meilleurs guides pour mener la croissance de ma boîte. Si j'avais fait un plan dans ma tête, je me serais dit le principal problème que je risque de rencontrer, c'est de convaincre les clients de manger du foie de bœuf. Même caché dans un steak haché, ils vont avoir peur du goût, etc. Donc j'aurais focalisé mon attention sur créer de la réassurance, sur essayer peut-être de trouver des occasions de le faire goûter, etc. pour lever ses freins. Et en réalité, ça a absolument pas été le cas. Je pense que le discours santé, etc. était suffisamment puissant pour que les gens aient envie de goûter. Et puis après, j'ai rapidement eu beaucoup de commentaires 5 étoiles de gens qui disaient que c'était super bon. Ou d'ailleurs, je leur demandais qu'est-ce que vous diriez à un ami pour le convaincre d'essayer. Donc en plus, et comment est-ce que vous l'avez cuisiné et cuit. Et donc en plus, ça permettait de donner des vrais exemples concrets de la façon dont les clients pouvaient utiliser le produit. Et donc ça a absolument pas été mon problème, tu vois. Par contre, ce que j'ai eu comme problème, c'est la partie supply. C'est-à-dire que je me suis très rapidement retrouvé avec plus de clients que d'offres, parce que j'avais que mon petit producteur en Normandie qui était capable de me faire 100 kilos tous les 2 mois, et 100 kilos tous les 2 mois, en fait, ça part vite. Ouais. Ça représente à peu près combien de steaks hachés, 100 kilos de viande? Ça représente combien de steaks hachés, 100 kilos de viande? À peu près 800 steaks hachés. En fait, c'est des paquets de 8. Ouais, okay. Des paquets de 8, et ils font à peu près 1 kilo, donc voilà, 100 kilos ça fait 800 paquets. Mais en fait, si tu veux, comme les frais de livraison me coûtent assez cher parce que j'expédie en surgelé, donc j'ai quand même un coût. Au début, quand j'ai commencé, j'ai contacté Chronofreeze pour ouvrir un compte. J'avais même pas encore immatriculé de boîte. Ils m'ont dit non, on peut rien faire, etc. Et puis je lui dis mais attendez, j'ai ma holding qui s'appelle Atola, on peut ouvrir le compte dessus et tout. Et le gars, il me prenait vraiment pour un idiot, quoi. Et bon, j'ai dû vraiment me battre pour le convaincre de m'ouvrir mon compte d'expédition surgelé, quoi. Et donc il me l'ouvre, et je payais 33 ou 35 € l'étiquette, tu vois. Et il me disait quand t'atteindras 500 € par mois de frais de livraison, tu pourras avoir 20% de réduction. Puis moi j'étais déjà en train d'essayer de réfléchir quand même à une forme de prévisionnel, tu vois, pour faire un business plan, essayer de savoir quel pricing je vais adopter, etc., pour amortir mes coûts de livraison. Donc j'avais besoin de me projeter à plus grosse échelle. Mon objectif, c'était de faire un gros truc, tu vois. Et donc je lui dis ouais, mais quand je vais au-delà de 500, quel tarif je peux avoir? Puis il me dit il y a rien au-delà de 500. C'est le maximum, c'est 20% que je peux faire quand on atteint 500. Puis je dis attendez, regarde, je vois pourdebon.com
qui permet d'acheter direct producteur. Ils font des volumes de fou. Ça m'étonnerait qu'ils payent 35 € par envoi alors qu'ils arrivent à offrir la livraison des 55 € de panier moyen. C'est pas possible. Puis il me fait je sais pas, mais machin, etc. Donc voilà, donc moi je suis emmerdé et donc finalement j'ai dû aller chercher des gens sur LinkedIn pour essayer de sourcer des gens plus haut placés et en fait il fallait directement aller chercher, taper dans les grands comptes et là dans les grands comptes effectivement aujourd'hui je suis à 20 €, tu vois, donc j'ai enlevé 15 € sur mon prix d'étiquette. Tout ça pour dire que la livraison surgelée me coûtait cher et donc dès le début j'ai essayé de maximiser la taille des paniers moyens, donc j'obligeais les clients à acheter 24 steaks. Je pouvais pas faire une commande en dessous de 24 steaks, ce qui me permettait d'offrir toujours la livraison gratuite parce que je voulais diminuer au maximum la friction liée à l'achat. Et de mon point de vue, si toi en tant que client tu vois que tu as 20 ou 30 € de livraison sur un truc que tu achètes 50 balles, tu te dis bah non, la livraison elle coûte beaucoup trop cher par rapport au coût du produit, ça en vaut pas la peine, je vais pas acheter. Donc je préférais que les gens soient pas au courant des frais de livraison, tu vois. Et pour ça, il fallait que je les pousse à acheter. Donc trois paquets de acheter, je crois que ça revenait à 119 €. Et donc là à 119 €, j'arrivais à être rentable et à offrir les frais de livraison. Top. Bon, tu nous as donné encore une fois beaucoup d'informations. Tu as répondu à beaucoup de mes questions sans que je n'ai besoin de te les poser. Je vais quand même revenir sur pas mal de points parce que la manière dont tu nous l'expliques, rend la chose très très simple. Mais quand on le voit et notamment quand on parle de tes chiffres, il y a quand même beaucoup de choses déjà sur lesquelles on peut te féliciter. Et pas mal de questions qui me viennent de mon côté. Déjà, donc au départ, tu fais le constat, tu produis tes 100 premiers kilos, tu fais ton test et tu valides ton product market fit avec ta famille et tu décides d'en parler justement dans un podcast. Pourquoi tu décides au départ de te lancer sur Shopify? Est-ce que c'était naturel pour toi? Est-ce que tu as fait un petit sondage autour de toi? Non, j'ai pas fait de sondage. Ça m'a directement semblé être la solution la plus plug and play, hyper accessible en termes de coût. Ça avait l'air d'être hyper intuitif en termes d'utilisation. Et puis il y a très 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 longtemps, en 2009, j'avais essayé de lancer un e-commerce qui s'appelait Sexy Food, qui vendait des insectes comestibles pour l'apéro, avec l'idée sous-jacente que l'une de nos plus grandes richesses, c'est les émotions qu'on vit et les souvenirs qu'elles vont permettre de générer et de créer. Il suffit d'inviter quelques grillons, scorpions ou migales à l'apéro pour transformer une soirée classique entre amis, en un moment vraiment inoubliable. Donc ça, c'était le concept de départ. Dans les faits, ça n'a pas marché parce que le business model était mauvais, tout simplement. Le panier moyen était aux alentours de 15-20 €, ce qui est quand même relativement faible, avec peu de réachats parce qu'en réalité, tu fais une fois avec tes potes, tu trouves ça marrant, mais tu vas pas le faire à chaque soirée, quoi. Donc ça a plutôt été un échec, même si on a eu pas mal de com à l'époque. Il y a Jérém Star notamment qui avait fait une vidéo qui avait fait plus de 3 millions de vues et qui nous avait quand même qui avait drivé pas mal de ventes, mais voilà, au global ça restait un petit business. Et j'avais fait ça sur PrestaShop. Et PrestaShop, ça a été une galère. J'avais dû, en plus en 2009, laisse tomber, j'avais dû me faire accompagner par une agence, ça m'avait coûté les yeux de la tête. Enfin bref, c'était beaucoup plus complexe, des gros investissements. Et puis depuis, j'avais créé d'autres sites qui avaient rien à voir avec l'e-commerce, mais j'avais l'habitude d'utiliser WordPress. Et WordPress, ça brille quand même par son côté plug and play, où tu peux rajouter plein de templates, plein de modules, d'add-ons, etc. Et donc c'est quand même hyper pratique, hyper facile à utiliser. Et donc Shopify, ça me semblait être un peu le WordPress de l'e-commerce. Alors bien sûr, tu pourrais me rétorquer, oui, il y a WooCommerce. Mais pour moi, WordPress, étant donné que je l'ai toujours utilisé comme une solution plutôt de site d'actualité, d'actualité d'information, dans ma tête, tu vois, c'était associé à blog et pas associé à site e-commerce. Donc c'est pour ça que dans ma tête, c'était pas une solution adaptée. Et donc voilà, donc je suis tombé sur Shopify, c'était pas très cher et donc voilà, go quoi. Yes. En plus, ils avaient déjà la passerelle de paiement VAD qui facilitait aussi le fait d'avoir un checkout, de collecter les paiements clients, etc. Non, mais c'est directement t'as directement fait le bon choix, hein. Je pense que en tout cas, nous, à l'agence, on voit beaucoup de clients passer de WooCommerce ou de PrestaShop à Shopify. J'en ai jamais vu un seul faire aller dans le sens inverse, passer de Shopify à PrestaShop ou WooCommerce. Du coup, ça m'intéressait aussi de savoir comment t'avais
fait ce choix-là? Est-ce qu'il était assez naturel? Mais on voit aussi que tu as quand même déjà de l'expérience en e-commerce. Peut-être une chose aussi qui peut être intéressante. Attends, excuse-moi, je me permets une parenthèse là-dessus, tu vois, sur ce choix, parce que non, en réalité, je m'y connaissais pas en e-commerce, tu vois. 2009, ça date d'il y a 15 ans, quoi, 16 ans. Donc depuis, j'ai eu que des boîtes B2B, j'ai jamais rien eu en B2C. Okay. Par contre, là où c'est intéressant ce que tu dis, et quand tu partages le fait que t'as jamais vu des clients passer de Shopify à WooCommerce, je te dis que j'anime un podcast, mais je suis aussi un gros consommateur de podcasts, et aujourd'hui, je trouve que le podcast, c'est vraiment une façon hyper efficace de se faire une masterclass sur n'importe quel sujet avec des gens qui sont vraiment sur le terrain, pas des gens qui ont écrit des bouquins sur l'e-commerce mais qui en fait en ont jamais monté un, parce que s'ils avaient été bons en e-com, ils seraient pas en train d'écrire des bouquins, ils consacreraient leur temps à développer leur boîte. Là, t'as vraiment la chance, donc que ce soit sur Xplayer où j'ai aussi poncé Le Panier par exemple de Laurent Cretz, d'avoir écouté des dizaines et des dizaines d'e-commerçants qui partageaient leurs méthodes, ce qu'ils utilisaient, et j'entendais ce qui revenait tout le temps, tu vois, Shopify qui revenait, Klaviyo qui revenait, j'entendais des grosses marques qui faisaient plusieurs, je sais plus, c'était Eden Park, voilà, Eden Park, je crois, qui faisait 50 ou 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui avait payé 200 000 ou 300 000 euros pour passer justement, je sais plus si c'était sur Presta ou Magento, pour passer sur Shopify. Je me dis, si une boîte qui a cette maturité-là, qui fait ce chiffre d'affaires-là et qui est prêt à payer 200 ou 300 K pour passer sur Shopify, enfin, c'est un non-sujet. Les DNVB l'utilisent, les grosses marques l'utilisent. Enfin, voilà, il y avait l'air d'avoir quand même un consensus. Et j'ai jamais entendu une marque dire, ah bah moi je suis sur PrestaShop et c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, quoi. Yes. Non, effectivement, intéressant aussi de voir que tu te formes à côté, que les podcasts sont une source assez précieuse pour toi pour prendre des décisions derrière pour ton propre e-commerce. Je vais faire une petite question que j'aurais aussi pu davantage te poser au tout début, mais on est vite rentré dans le vif du sujet. On parle de ton lancement sur Shopify, de tes premières commandes, etc. Est-ce que tu peux nous dater précisément quand est-ce que cette aventure a commencé? Ouais, très très précisément. Je crois que j'ai eu l'idée le 1er juin, grosso modo, tu vois, donc début juin en gros. J'ai reçu mon premier lot test vers le 6-7 juillet et j'ai immatriculé la boîte le 15 juillet. Ok. De cette année ou de l'année précédente? 2024. 2024. Et donc on existe depuis le 15 juillet 2024. Vous existez depuis le 15 juillet 2024. Sur votre première année, vous avez fait combien de chiffre d'affaires? On clôture notre bilan au 31/12 cette année, mais là je peux dire qu'on fait 230 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Voilà. Donc ça fait plus de 3 millions t'es sur un train à plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et quand est-ce que tu as commencé à investir en ads sur Meta, sur Google dès le départ, ou est-ce que c'est beaucoup plus récent que ça? Non, là ça fait un mois. Ouais. Ça fait un mois, et d'ailleurs pour être tout à fait honnête, la contribution des ads pour l'instant à notre chiffre d'affaires est quasiment nulle. Ouais. C'était vers là où je voulais t'emmener. Je connaissais bien évidemment la réponse, mais je disais tout à l'heure que je n'avais jamais rencontré de marque qui passait de Shopify à PrestaShop ou de Shopify à WooCommerce. J'ai aussi jamais rencontré de fondateur de marque e-commerce qui a dépassé ce palier de chiffre d'affaires sans avoir investi 1 euro en ads auparavant. Donc moi, ça m'intéresse de creuser ça aujourd'hui avec toi et de comprendre ce qui, selon toi, fait ce succès et que tout fonctionne de cette manière-là. Toi, de ton côté, quelle est, selon toi, la première force qui t'a permis d'atteindre ces premiers paliers de millions d'euros de chiffre d'affaires sans avoir besoin d'investir en ads à côté? Ça va peut-être faire surfait, mais déjà c'est l'obsession du produit. Ouais. Avant d'essayer de créer une marque e-commerce, on a voulu répondre à un besoin en créant un produit. Et on a j'ai focalisé au début toute mon énergie à créer le meilleur produit possible qui répondait à mon cahier des charges. Ce cahier des charges, c'était d'abord ne pas nuire. Donc c'est le premier serment d'Hippocrate qu'on apprend encore aujourd'hui en école de médecine.
Et donc j'ai pris le parti de tester tout en labo pour garantir l'absence de polluants, de pesticides, de résidus médicamenteux, etc. Parce que j'avais remarqué qu'il y avait une crise de confiance de la population envers ce qu'ils consommaient, et à juste titre, surtout pour la viande, avec les scandales sanitaires, les images de L214 qu'on peut voir, etc. La deuxième chose, c'est nourrir avec des produits à haute densité nutritionnelle. Donc là, c'est pareil, j'ai tout testé en labo pour prouver la teneur en oméga 3, en vitamines, en minéraux, etc. Et puis le troisième élément, c'est durer, c'est-à-dire s'inscrire dans l'agriculture régénérative, parce que je veux m'inscrire dans des systèmes qui soient durables, qui n'épuisent pas les ressources de la planète et qui soient susceptibles de répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Donc en fait, très rapidement, j'ai posé les fondements de ma plateforme de marque. Donc notre mission, c'est de transformer l'agriculture et l'alimentation en France. Notre but, c'est d'inspirer les hommes à vivre au maximum de leur potentiel. Et notre promesse, c'est ne pas nuire, nourrir et durer. Et donc tout, en fait, si tu veux, ça, l'avantage quand tu le poses dès le début, c'est que c'est une boussole hyper claire qui t'aide à savoir dans quelle direction tu dois aller. Tu vois, à un moment, je te parlais des goulots d'étranglement, on a été limité par la partie supply, donc la capacité à trouver des éleveurs, etc. Bah, à ce moment-là, si j'avais pas défini ma boussole, j'aurais pu me dire, bah tiens, je pourrais prendre des élevages conventionnels plutôt que des élevages 100% à l'herbe. J'ai toujours refusé de m'y soustraire, même si ça aurait été plus simple, parce que c'était à l'inverse de l'histoire que je voulais raconter. Et je pense que cette obsession de la qualité donne une cohérence dans mon discours marketing, dans ma prise de parole dans les podcasts, un élément de différenciation fort qui aujourd'hui crée et érige des barrières à l'entrée extrêmement puissantes pour des concurrents qui voudraient nous concurrencer, parce que justement le développement de ces filières 100% à l'herbe qui étaient très marginales en France a été un vrai challenge. Et donc j'ai dû mettre des bottes, aller rencontrer des dizaines et des dizaines d'éleveurs, leur permettre de comprendre mon point de vue de petit Parisien entre guillemets, même si j'habite en Haute-Savoie, mais tu vois l'idée. Donc essayer de poser, tu vois, je pense que l'une de mes grandes forces d'entrepreneur, c'est que je pose beaucoup de questions. J'y connaissais rien en agronomie, en agriculture, mais je suis arrivé avec ce regard naïf d'enfant, curieux et avide d'apprendre. Et donc j'ai posé des questions à toutes les parties prenantes, que ce soit les éleveurs, les lycées agricoles, les agronomes, les ingénieurs, les politiques même. J'ai parlé avec la région Normandie, etc. Pour comprendre la filière et savoir comment m'y intégrer. Et tu vois, finalement, j'ai fondé plutôt aujourd'hui, si tu veux, le marketing direct, c'est-à-dire lié à la publicité, il est hyper séduisant parce que c'est un modèle mécaniste. Tu sais que à partir du moment où tu trouves la bonne formule, il suffit que tu investisses 1, puis tu as 3 en sortie. Et donc tu peux piloter ta croissance hyper facilement. Donc c'est tentant. Moi, à la place du marketing direct, j'ai préféré le marketing de marque. Et ce que j'appelle le marketing de marque, c'est justement cette obsession du produit, mais même de l'expérience client de façon générale. Tu vois, c'est le soin que tu apportes à la préparation de chaque commande. C'est le petit livret d'accueil qu'on met à chaque fois, qui explique notre démarche, dans lequel j'ai fait intervenir des scientifiques, des médecins pour parler de l'impact de la viande rouge sur la santé, du mode d'élevage et comment est-ce que le fait d'avoir des élevages à l'herbe change radicalement l'impact de la viande sur la santé humaine. Et donc tout ça, tu vois, ça donne plein d'arguments pour mes clients qui voudraient devenir des ambassadeurs et puis en parler autour d'eux. Mais c'est aussi un joli objet parce qu'on a fait une belle couverture, etc. Et quelque chose qu'ils peuvent laisser traîner sur leur table basse ou dans leur salon et donc qui va potentiellement attirer l'attention d'autres personnes. Et le bouche à oreille pendant longtemps a été notre principal canal de diffusion et de recommandation. C'est la qualité du service client qui n'est pas juste un SAV qui est là pour te répondre sur tes problématiques liées à la livraison, au paiement, mais aussi pour te conseiller sur la cuisson, sur ta nutrition, sur tes questions de santé, etc. Donc tu vois, tout ça, ça crée une expérience globale. Et donc j'en arrive à la finalité qui est que effectivement au début j'avais un podcast et j'en ai parlé dessus. Ça m'a permis d'avoir mon premier cercle de clients qui étaient déjà des gens qui me faisaient confiance parce qu'ils avaient l'habitude de m'écouter pendant 2 heures chaque semaine dans leurs oreilles. Mais ça n'empêche que t'arrives assez vite à bout. Sauf qu'après tous ces clients-là, ils en ont parlé à leurs amis. Et à leurs amis, et à leurs amis. Et donc ça fait effet boule de neige. Donc je te disais, la recommandation a été notre premier facteur de diffusion et de recommandation. Et puis parmi ces clients, eh bien, il y avait aussi des influenceurs, des gens qui eux-mêmes avaient des podcasts, des comptes Instagram, des chaînes YouTube, etc. Et en fait, ils ont adoré la marque, ils ont adoré le produit parce qu'ils ont compris cette cohérence. Ils ont compris que je faisais pas ça pour l'argent, que je faisais pas ça pour faire une réussite e-commerce, mais parce que j'étais convaincu par ce que je disais et ce que j'essayais de construire et de transformer. Et donc, ils en ont parlé gratuitement.
Et donc, je prends un exemple, par exemple, Marion Kaplan, qui est une influenceuse santé beaucoup plus suivie que moi, avec des audiences 10 fois plus importantes. Elle en parle partout. Elle en parle partout alors que je l'ai jamais rémunérée. Elle a même payé elle-même sa première commande. Simplement parce qu'elle est convaincue par le produit et qu'elle le consomme réellement tous les jours. Et là, tu vois, j'en reviens, je dis, elle le consomme réellement tous les jours. Ça, c'était un autre truc, c'est que dès le début, j'ai eu envie de me dire, ok, j'ai envie de rentrer dans la cuisine des gens pour qu'ils pensent à moi chaque jour, tu vois. Et donc, mes steaks hachés, ils sont au congélateur. Donc, tu les vois pas forcément. Donc, potentiellement, t'y penses pas. Donc, le deuxième produit que j'ai créé, c'est une huile d'olive. Une huile d'olive parce qu'il y avait un réel besoin. Les huiles d'olive du commerce, même bio, selon la dernière étude de 60 millions de consommateurs, sont polluées aux hydrocarbures et microplastiques et pauvres en polyphénol, à peu près 150 mg par kilo vs 600 pour la nôtre, alors que les polyphénols, c'est justement ce qui font les effets bénéfiques de l'huile d'olive. Donc en gros, les huiles d'olive du commerce ont des polluants et sont 6 fois moins utiles pour la santé humaine que la mienne. Mais elle me permettait de façonner l'identité et l'image de ma marque en me permettant de sortir de ce côté boucherie, parce que je voulais pas être juste associé à la viande, parce que pour moi, construire une marque, c'est construire une personnalité, et donc c'était important que dans la perception de mes clients, je sois une marque d'aliments véritable et à haute densité nutritionnelle et pas une boucherie en ligne. Mais surtout, ça me permettait d'avoir une place sur le plan de travail de la cuisine des gens, avec écrit Féroce en gros dessus, avec mon beau logo, parce que j'ai passé du temps à travailler la DA, etc., pour raconter justement une histoire de marque, et donc que mes clients m'utilisent tous les jours. Et en m'utilisant tous les jours, ils pensent à ouvrir leur congélateur pour prendre leur steak haché 2 fois par semaine, et ils pensent à en parler à leurs amis quand ils viennent manger chez eux. Très bien. Bon, j'adore. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Merci beaucoup, déjà, David, de nous raconter ton retour d'expérience. De ce que je comprends, tout ce que tu dis n'est possible qu'avec un bon produit pour que les personnes qui l'achètent une première fois aient envie de le recommander à leur entourage et que des influenceurs non rémunérés aient envie d'en parler gratuitement à leur communauté. Tu parlais tout de suite de ton logo qui est effectivement très beau. Moi, j'aime beaucoup les choix que vous avez faits sur la couleur, sur la police, même quand je vais sur ton site internet, je le trouve vraiment très très bon. Est-ce que tu t'es fait accompagner sur cette partie-là, sur la direction artistique, ou est-ce que c'est toi tout seul qui a fait les différents choix? Alors, moi, je considère, j'aime répartir mes tâches dans ce que je considère être mes zones de génie. Ouais. C'est celles qui sont la réunion entre mes talents naturels et ce qui me donne de l'énergie, ce qui répond à ma mission et qui est aligné avec mon positionnement. Et ça devrait constituer 70 à 80% de mon temps. Il y a des choses que je sais très bien faire, mais qui me plaisent pas spécialement, et donc ça, j'essaie d'y consacrer 10 ou 20% de mon temps, et je me dis, ok, quand je suis là, c'est que j'aide mon entreprise. Il y a des choses que j'adore faire, mais dans lesquelles je suis pas très bon, et dans ce cas-là, je vais plutôt essayer de me former. Il y a des choses que je déteste faire et dans lesquelles je suis mauvais, et ça, il faut absolument que je le délègue ou je le sous-traite, ou que j'utilise de l'IA pour l'automatiser. Donc tu vois, j'ai un peu cette matrice, et en fait, c'est ce que j'appelle le X, et une fois par an, j'essaie de le faire pour savoir où sont mes zones de génie et dans quoi est-ce que je dois consacrer l'essentiel de mon temps. Le graphisme, c'est quelque chose qui me touche. J'aime la photographie, j'aime l'art, etc. Mais je suis pas un artiste et je suis pas un graphiste. Donc non, j'ai pas fait moi-même la DA. J'ai donné des axes, j'ai expliqué quelle était justement, je te parlais tout à l'heure de la plateforme de marque. Et j'ai raconté une petite histoire où je dis que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs traversaient des rivières déchaînées sur des rafiaux faits de brindilles et d'algues avec une simple peau de bête sur les épaules, et qu'ils ont conquis le monde, construit des citadelles et marché sur les étoiles, et qu'on est les héritiers de ces hommes-là, et que c'est ce feu intérieur que je veux révéler, que je veux ressusciter avec Féroce. Ok, là je raconte une histoire, et en fait là-dedans t'as un petit peu tout. T'as la mission, t'as le but, et t'as la promesse. Et donc voilà, donc j'ai donné des axes graphiques, des inspirations, un mood board, etc. Une vision de ce à quoi je voulais que ça ressemble, et ce à quoi je voulais que ça ressemble pas. Et puis après j'ai fait travailler c'est le carton studio, ou le carton studio, le petit carton, bref, qui est une boîte qui est spécialisée en graphisme. Donc c'est pas une boîte e-commerce, c'est pas une boîte qui fait des sites,
Et donc ils ont bossé sur des itérations pour faire un logo d'abord. Ouais. Donc j'avais déjà une version du logo que j'avais fait moi-même au début, et donc là j'ai payé quelqu'un pour en faire une meilleure version justement. Et avec et je sais plus, tu vois, j'ai peut-être dépensé 3-4 000 euros, ce qui à l'époque était énorme. Tu vois, j'étais pas financé, la boîte elle venait de démarrer. Tu te dirais pourquoi dépenser 4 000 balles pour un logo? Mais parce que pour moi ce logo, il raconte une histoire. Il fait partie des fondements de la marque. Il suscite une émotion. Et quand je te parle de marketing de marque, la base d'un marketing de marque, ta première interaction avec ton client, c'est cette image. Et donc pour moi, c'était absolument fondamental. C'était un asset, tu vois, un asset durable sur lequel on allait peut-être capitaliser pendant des années et des années. Limite à un site, tu vois, parfois tu fais des refontes. Là, on est en train de refaire une refonte du site. Mais en faisant la refonte du site, on va pas changer la police, on va pas changer les couleurs et on va pas changer le logo. Ça, c'est des choses qui sont éternelles. Donc c'était fondamental pour moi à partir du moment où j'avais validé ma preuve de concept et trouvé mon produit market fit, d'investir sur un actif qui serait hyper durable, tu vois. Donc voilà, donc j'ai bossé avec cette agence là-dessus, et puis après j'ai eu envie d'améliorer. Donc j'avais un thème sur les stagiaires, j'ai eu envie d'améliorer. Je me sentais limité dans ce qu'il était capable de faire et de montrer. Donc j'ai fait des maquettes de ce à quoi je voulais qu'il ressemble et ce que je voulais qu'il devienne. Et puis j'ai pris une agence qui s'appelle Nomade, qui m'accompagne encore aujourd'hui, pour traduire justement ces maquettes qui étaient en réalité juste des maquettes dessinées, tu vois, en le site qui est devenu aujourd'hui. Et le dernier élément qui pour le coup est arrivé bien plus tard, c'est les photos des produits. Donc pour le coup là, j'avais pas envie de payer je m'étais renseigné un peu de photographes professionnels culinaires. Ça coûtait extrêmement cher, surtout que j'avais quelques produits, etc. Et donc au début j'ai simplement fait les images avec l'IA, donc via Midjourney. Okay. Et j'ai fait toutes mes images. En fait j'avais déjà commencé comme ça avant de faire le nouveau site, etc. J'avais fait toutes mes images avec Midjourney, ça faisait bien le job. Et voilà. Mais malgré tout aujourd'hui, dans ce qu'on essaie de construire avec Pharos, on a envie de mettre en valeur et de raconter l'histoire de nos éleveurs, parce que c'est des gens qui sont profondément passionnés par le vivant, extrêmement respectueux des animaux et du bien-être animal, qui ont une espèce de sagesse à la fois simple et en même temps extrêmement inspirante. Et moi, je trouve ça magnifique de raconter leur histoire, parce que ça donne beaucoup plus de conscience dans l'acte de manger. On n'est pas juste en train de manger un bout de viande, on est en train de manger un animal qui a été élevé dans de superbes conditions, qui a vécu dans des pâturages verdoyants, élevé par un agriculteur, un paysan, qui était réellement passionné et sincèrement passionné par son métier. Et donc on a un créateur de contenu aujourd'hui qui va les rencontrer, qui fait des interviews, etc. Et on a un QR code sur chaque étiquette de nos produits. Okay. Lorsque tu le scannes, tu arrives à une visite immersive de la ferme, à une interview d'éleveur, à toutes les analyses labo qu'on a effectuées qui te prouvent que notre discours marketing n'est pas que du marketing. Et donc on en a profité pour refaire des photos de tous nos produits. Et là encore, si tu regardes les photos de nos viandes, regarde sur Google Images, tu tapes entrecôte, tu verras jamais une belle photo d'une entrecôte. Ouais. Nous, je suis désolé, elles sont absolument magnifiques. Et là, on en revient dans cette espèce de cohérence globale dans l'histoire qu'on raconte, où tu vois, pour moi, une marque, il faut qu'elle soit en cohérence à tout niveau, en cohérence dans son produit, en cohérence dans son expérience client, dans son service client, dans son SAV, dans la préparation des commandes, dans le livret d'accueil qu'on met avec, dans le packaging, dans les photos du site. Enfin voilà, ça doit être un continuum absolu. Et pour moi, c'est une obsession. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui potentiellement parfois me rend malade et m'énerve. Je suis un adepte du fait est mieux que parfait. Donc je vais vite quand j'ai envie de tester des concepts. Mais d'un autre côté, quand je lance quelque chose et que c'est pas parfait, ça va m'énerver, ça va me gratter. Et donc après, je n'aurai de cesse, si on valide le fait que c'est quelque chose d'utile, que de l'améliorer. Très bien. Top. Non, effectivement, et je te confirme que j'allais justement te poser une question sur les photos, mais à nouveau, tu as anticipé une de mes questions, parce qu'elles sont effectivement très bien faites sur le site, c'est très cohérent. Moi, je trouve que les pages produits sont aussi super claires, bien construites. D'ailleurs, par rapport à ça, comment tu as construit tes pages produits? Est-ce que tu t'es fait accompagner par des experts en CRO? Est-ce que tu as pris les décisions toi-même en écoutant des podcasts, en faisant de la veille? Non, je me suis pas fait accompagner du tout sur le sujet. Évidemment, tu vois, ça serait mentir que dire que je me suis pas inspiré. Quiconque t'affirme le contraire ment. Parce que naturellement, ne serait-ce qu'en tant que consommateur, j'utilise des sites au quotidien et que j'y prête
un œil attentif ou non, je suis influencé par la façon dont sont construits les autres pages produits. Pour autant, si tu regardes notre site, même la DA en elle-même, sans regarder la construction d'une page produit, on est quand même très différenciant par rapport à ce qui se fait généralement dans l'e-commerce. Et d'ailleurs, tu vois, c'était un enjeu avoir ce côté, essayer de traduire ce côté un peu ancestral, artisanal, traditionnel, et en même temps ce côté science, moderne, tu vois, précision laboratoire, etc. C'est quelque chose qu'on a encore mieux fait, je trouve, sur la nouvelle version, la refonte là qui est en cours. Mais c'était un vrai enjeu, tu vois. Et en même temps, c'était un contre-pied par rapport à ce qui se faisait. Mais encore une fois, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, une marque, ça a une personnalité, ça raconte une histoire. Et donc là, en l'occurrence, quelle histoire je veux raconter? Déjà, au début, j'ai commencé, j'avais qu'un seul produit. Et donc ça simplifie énormément la création de ta page produit parce que t'as qu'une seule chose à raconter et en même temps t'as beaucoup d'espace pour le faire, tu vois. Ouais. Donc au début, il y avait que le haché féroce et puis j'ai focalisé toute mon attention là-dedans et voilà. Et donc la construction de la page produit, elle était simplement liée à ce que moi je considérais comme étant important. Donc au début, t'as toujours la photo, le titre, etc. J'ai tout de suite dit, le steak haché, enfin le haché le plus nutritif de la planète, avec 20% d'abats, dont tu ne soupçonneras même pas l'existence. Pourquoi cette phrase? Parce qu'elle dit tout. Il y a des abats à l'intérieur, mais tu vas pas sentir le goût, donc rassure-toi. Ensuite, il y a quelques points de réassurance sur le fait que c'est du bœuf français, nourri à l'herbe, le fait qu'on teste tout en labo, que c'est exempt de polluants, etc. Dans la partie du dessous, t'as toute la partie, justement, d'un point de vue nutritionnel, parce que c'est quand même là notre positionnement différenciant. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi c'est utile? Pourquoi est-ce que tu devrais acheter ce produit? T'as la teneur en oméga 3, en coenzyme Q10, en zinc biodisponible, en fer héminique, en vitamines du groupe B. Et à quoi elles servent ces vitamines? Qu'est-ce qu'elles soutiennent comme fonction dans le corps humain? Bon, voilà, ça c'était le truc fondamental parce que initialement, on est d'abord une marque à haute densité nutritionnelle. Moi, le slogan de Féroce au début, c'était haute densité nutritionnelle. Ensuite, la deuxième étape, elle est liée à qu'est-ce que le mode d'élevage, ce mode d'élevage 100% à l'herbe, qui a un parti pris fort parce que c'est lui qui nous a mis en fait causé le plus de difficultés et en même temps qui est si différenciant par rapport à ce qui se fait dans le commerce, parce qu'en réalité, t'achètes du bœuf dans le commerce, il s'appelle bœuf, le mien ça s'appelle bœuf aussi, et pourtant ils ont un impact physiologique opposé. Ça a été testé par des analyses en laboratoire. Ils ont donné aux gens du bœuf conventionnel nourri au maïs et au soja à manger à des gens, et du bœuf issu d'élevage 100% à l'herbe à d'autres gens, et ils ont testé en labo 4 heures après les marqueurs sanguins. Le premier, donc celui nourri aux céréales, il était inflammatoire. Le second, nourri à l'herbe, était anti-inflammatoire. Donc les deux s'appellent pareil et ont des effets opposés sur la physiologie humaine. C'est absolument incroyable. Donc ça, je voulais le raconter. Et puis moi, qui ai rencontré ces éleveurs, etc., tu vois, m'apercevoir que la viande, elle est décriée depuis des décennies, elle est diabolisée, alors qu'en réalité, je vois que elle peut être très vertueuse pour l'environnement, parce que les vaches, en broutant de l'herbe, elles séquestrent du carbone. Le dernier rapport du Shift Project dit que 1 hectare de prairie permanente utilisée pour l'élevage à l'herbe séquestre autant de carbone qu'1 hectare de forêt. Et d'ailleurs, qu'une des solutions pour décarboner l'agriculture, c'est pas de manger moins de viande, c'est d'avoir plus d'élevage à l'herbe. Parce que la principale cause de libération de carbone dans l'atmosphère, c'est le retournement de ces prairies, justement. Toutes ces histoires-là, il faut les raconter. Et moi, je le savais parce que j'ai été, justement, je te disais que j'étais naïf et que je posais des questions. J'ai été rencontrer les éleveurs, les agronomes, j'ai été parler avec Planet Score, avec des nutritionnistes, etc. Ils m'ont raconté tout ça. Et moi, je me suis dit, mais en fait, ça change radicalement l'image que j'avais de l'élevage et de la consommation de viande. Et il faut que mes clients, ils le comprennent. Et puis après, évidemment, t'as toujours les choses classiques, tu vois, les avis clients qui sont une preuve de réassurance absolue et hyper importante dans mon cas, qui crée un marché, parce que faut quand même comprendre, et c'est, tu vois, tu me disais, t'as jamais fait d'ads. Il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai pas fait d'ads. La première, c'est que je crée un marché. Donc il n'y avait pas de recherche intentionniste pour des gens avec pour des steaks avec des abats dedans. Personne n'avait l'idée d'aller chercher ça. De même que la plupart des gens n'ont aucune idée de l'intérêt d'un élevage 100% à l'air par rapport à un élevage au maïs et au soja. Et la deuxième chose, c'est que cette obsession du produit et avec les frais de livraison qu'on avait à l'époque impliquait des taux de marge faibles, parce qu'on voulait avoir un taux de rémunération correct pour l'éleveur, qui était la seule façon de l'engager dans ces modes d'élevage régénératif, et en même temps garder un prix consommateur accessible. Ce qui est à mon avis l'erreur qu'a fait le bio, c'est que en appliquant des markups et avec une filière avec beaucoup d'intermédiaires, tu te retrouves avec une viande
bonne qualité entre guillemets, mais qui coûtaient 50 ou 60 euros le kilo. Bon, et donc de cette contrainte, moi j'ai l'habitude de dire que de la contrainte naît l'innovation. Et ben cette contrainte, elle impliquait le fait qu'on n'avait pas beaucoup de marge et donc c'était difficile, ça aurait été difficile de reposer sur des ads. Et c'est pour ça aussi qu'on a très rapidement mis en place l'abonnement, qui pourtant représentait un coût important. Tu sais, les apps d'abonnement, c'est tout de suite 400-500 euros par mois. Donc mise en regard de nos 40 euros par mois pour Shopify, bah c'était 10 fois plus. Et pour autant, on l'a fait très très tôt parce que on se disait ok. On marche pas beaucoup par commande, mais par contre, on va créer du revenu récurrent. Et ma North Star, c'est, tu vois, je pense que tu peux optimiser que ce que tu mesures, mais le piège dans le tout mesurable, c'est de regarder plein de KPI. Moi, l'une de mes KPI principales, c'est le nombre d'abonnés actifs et c'est tout ce qui est lié à l'abonnement parce que, et c'est peut-être un héritage des boîtes B2B que j'ai créé par le passé, je veux du revenu récurrent. Je suis pas là pour faire un coup comme ça. Je suis pas là pour faire du chiffre d'affaires artificiel. Je suis là pour avoir une base de clients fidèles qui recommandent tous les mois et qui recommandent à leurs amis. Et ton taux de clients récurrents, il est d'à peu près quel ordre de grandeur? On est à 55%. Ok, super. Très bien. Tu parlais tout à l'heure des créateurs de contenu, qui notamment de Marion Cablan, qui est effectivement très connue, qui est la fondatrice de la marque Vitalizer, c'est bien ça? C'est ça. Donc, des créateurs de contenu qui parlent de toi sans que tu aies besoin de les rémunérer. Est-ce que aujourd'hui c'est toujours le cas? Est-ce qu'aujourd'hui tu as étendu tes partenariats avec d'autres créateurs de contenu sur d'autres verticales, le sport, etc. Enfin, comment tu fonctionnes aujourd'hui avec ces personnalités-là? Ouais, c'est toujours le cas. On rémunère toujours personne. En fait, notre discours, on est souvent démarché par des créateurs de contenu, des influenceurs, etc., qui voudraient des partenariats payants. Et puis, ce qu'on leur dit, c'est que, justement, on est, en fait, si tu veux, contrairement à une marque de compléments alimentaires, par exemple, qui va faire du 85% de marge et qui va pouvoir fonder ses partenariats sur de l'affiliation avec des trucs hyper alléchants, nous, on savait dès le début que ce jeu-là, il était perdu parce qu'on fait pas suffisamment de marge pour être attractif pour ces influenceurs. Et dans le fonctionnement d'un influenceur, c'est comme si sa crédibilité, elle était limitée par le nombre de marques qu'il recommande. C'est-à-dire que au-dessus d'un certain nombre de marques recommandées, la crédibilité de l'influenceur, elle a plus de valeur. Ça, aujourd'hui, les influenceurs de qualité, ils l'ont bien compris. Donc, s'ils parlent de Pharos avec un code promotionnel ou ce genre de choses, déjà, on a toujours refusé de faire des codes promotionnels. D'ailleurs, tu vois, sur notre newsletter, on n'a pas moins 10% si tu lâches ton mail. Ça fait partie de notre plateforme de marque et de notre positionnement dès le départ. Ce qui est un positionnement marketing fort parce que l'embasement, c'est clair que c'est un truc hyper pratique. Mais ça correspondait pas à l'image qu'on voulait avoir pour nos clients. Donc je pense qu'à court terme, ça peut nous faire perdre de l'argent, mais à moyen long terme, ça participe à notre cohérence et à l'image et à la perception que les clients ont de nous. Donc voilà, mais tout ça pour revenir aux influenceurs, si on voulait faire de l'affiliation avec eux, eh bien on devrait leur donner un code et à chaque fois qu'un client l'utilise, ça nous permettrait de traquer la vente. Et donc quelque part, ça veut dire que le client, il sait directement que l'influenceur, il a été payé pour le faire. Et donc c'est comme si l'influenceur, il cramait une de ses cartouches de partenariat pour nous. Tandis que là, ce qu'on fait, c'est que on leur simplement, s'ils parlent de nous, ils consomment Pharos gratuitement. Comme ils aiment naturellement nos produits, ils sont contents parce qu'en fait, même si on n'avait pas fait ça, ils commandaient. Ils commandaient parce qu'ils étaient clients en fait de la marque. Donc pour eux c'est parfait, ils sont contents, tu vois, ils ont leurs produits, etc. Et ils sont contents d'en parler parce qu'ils sont réellement convaincus par le discours. Mais comme ils en parlent de façon naturelle, tu vois, sans que ce soit cadré par un contrat, par une obligation d'en parler régulièrement, par le fait de mettre des codes, de faire des opérations, etc. Dans le ton, dans la tonalité, c'est pas perçu par leurs followers comme un partenariat commercial. Et donc ça crame pas une de leurs cartouches. Donc ça vient pas en concurrence ou en compétition avec les deals qu'ils peuvent avoir avec des marques de compléments alimentaires, de vêtements de vêtements sportifs, de trucs de récupération, de cryothérapie, etc. Donc c'est ce qu'on fait avec tout le monde. Donc là après, d'un point de vue strat, moi j'aime bien offrir des commandes. J'offre des commandes à des gens qui m'inspirent, qui m'ont apporté de la valeur en remerciement de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que je vais pas les voir en leur disant tiens, tu veux goûter Pharos et puis après si t'as envie d'en parler, parle-en. C'est plutôt regarde, j'écoute ton podcast depuis 1 an, je trouve que ce que tu partages c'est hyper intéressant. Pour te remercier, je t'offre une commande Pharos et puis j'attends rien en échange.
en termes de démarche, ça change tout. Et en plus, c'est sincère. Et donc parfois c'est parce que j'ai lu un bouquin d'un gars et puis je vais le contacter et puis je lui dis bah tiens j'ai lu ton livre, il était super, ça m'a permis de faire évoluer mon point de vue sur tel ou tel sujet. Bah pour te remercier je t'offre une commande féroce. Et donc tous les mois on offre quelques commandes féroces comme ça à des gens et maintenant j'ai demandé maintenant qu'on a des collaborateurs, j'ai demandé à mes collaborateurs de faire pareil quand il y a des articles qui les intéressent, des initiatives qu'ils trouvent sympas, que ce soit sur les réseaux ou autre, bah je leur dis bah voilà on leur offre une commande. Et donc ça nourrit malgré tout, tu vois, la découvrabilité de Féroce auprès de gens qui ont potentiellement des bassins d'audience, qui sont des influenceurs, etc. Mais comme c'est lié à une démarche qui est vraiment sincère initialement de remerciement, et d'ailleurs il y a plein de fois où ça aboutit pas sur des activations, c'est pas du tout perçu de la même façon par l'influenceur, et donc ça le fait pas rentrer dans une logique de deal commercial. Voilà. Et puis après quand on leur explique que non, on fait pas suffisamment de marge pour leur proposer de l'argent à chaque commande ou ce système d'affiliation, etc. Ils le comprennent tout à fait et puis ils sont contents comme ça, tu vois. Donc après, nous, on a quand même en interne un truc de qualification, donc une sorte de pipe avec 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc 1 étoile, c'est quelqu'un à qui on a juste envoyé une commande une fois et puis après il fait quelque chose ou pas, libre à lui. S'il a fait quelque chose, un contenu, un réel, une vidéo ou autre, on le passe en 2 étoiles. Et donc concrètement, on sait que quand il est en 2 étoiles, on peut lui faire un code pour qu'il recommande une autre fois gratuitement. Et si à la suite de cette deuxième et troisième commande, il a refait des contenus, nous on l'oblige à rien, tu vois. Mais s'il le fait naturellement, pour le remercier après, on le passe en 3 étoiles. Et en 3 étoiles, en gros, il a un code illimité. Il peut commander aussi souvent qu'il veut et nous on contrôle même pas. Et en fait ma vision vis-à-vis de ça c'est que peut-être que sur 100 personnes à qui on offre ce code 3 étoiles, il y en a peut-être 10% qui vont jamais parler de nous et qui vont nous arnaquer entre guillemets parce qu'ils vont nous coûter de l'argent sans rien nous rapporter. Mais en attendant, les 90% restants, ils vont le faire parce qu'ils apprécient la démarche et eux quelque part, ils vont nous rapporter de l'argent et des clients alors même qu'on les paye pas. Et si on avait dû les payer, ça nous aurait coûté mais 10 fois plus que le coût des 10% et qui profitent du système, tu vois. Donc on est revenu un peu à cet échange de bons procédés en fait, qui est assez cohérent en plus avec l'histoire de marque qu'on raconte, qui a ce côté un peu ancestral. Voilà, avant c'était du troc, on faisait du troc et ça fonctionnait très bien. Donc voilà, et juste pour terminer sur cette longue réponse, excuse-moi à chaque fois hein, je pars loin, mais j'ai quand même fait 2-3 opérations payantes sur des podcasts, étant donné que c'est quelque chose que je connais bien et que j'apprécie. Il y a des gens qui m'ont invité sur leur podcast, j'ai vu que ça avait fait des ventes parce qu'ils m'ont un peu piégé à la fin en me demandant un code pour leur communauté. Et donc, comme je fais pas de réduction, je leur ai dit, si vous venez de la part de Biomécanique, par exemple, je vous offre un paquet de steak 3 étoiles dans la commande, tu vois. Donc, ça m'a quand même permis de traquer et de m'apercevoir que ça marchait très bien. Et donc ça a démarré, en fait, par une collaboration, entre guillemets, gratuite. Et ensuite, en voyant que ça avait bien marché, je leur ai proposé de sponsoriser leur podcast pendant 6 mois ou 1 an. Et donc, je sais que financièrement c'est rentable parce que j'avais déjà des chiffres et en plus de quoi ça me fait plaisir de contribuer à soutenir leur travail parce que c'est des gens dont j'aime le contenu et la qualité du contenu. J'ai jamais été sponsorisé un podcast qui m'intéresse pas, c'est que des podcasts que moi-même j'écoute et puis voilà, je suis content de contribuer à mon échelle. Très bien. Top. Je vais te poser une question qui va être à la fois une double question sur le choix justement des créateurs avec lesquels que vous décidez de démarcher pour envoyer pour offrir des commandes. Est-ce que c'est des choix est-ce que vous faites en sorte de bien varier la typologie de ces créateurs en termes d'âge, de communauté, de centre d'intérêt? On parlait par exemple tout à l'heure de Marion Kaplan, on va pas avoir nécessairement la même communauté qu'un coach sportif spécialisé dans le CrossFit qui a une chaîne YouTube. Et ma question parallèle à celle-ci, c'est qui sont les clients de Féroce? Est-ce que ils ont un profil très similaire ou est-ce que finalement c'est assez éclaté? On a 2 gros personas. Celui que je pensais être notre principale cible lorsque j'ai lancé Féroce, qui sont ce que j'appelle les performeurs. Donc c'est plutôt des citadins CSP++, qui travaillent en start-up ou alors solopreneurs, entrepreneurs, qui sont intéressés par la performance,
soit la performance intellectuelle, soit aussi la performance physique, parce que ils s'amusent à faire de la muscu, des aerox, des Ironman ou ce genre de trucs. Donc voilà, tu vois, c'est un petit peu la nouvelle génération, les nouveaux statuts qui sont liés au fait d'avoir une vie intentionnelle, du temps de qualité, de faire du sport, et puis voilà. C'est quand je dis nouveau statut, c'est parce qu'il s'oppose à avant les statuts, c'était plutôt d'avoir une belle maison, un coupé cabriolet et puis un mannequin et un épagnol breton. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une forme de valorisation justement d'être en forme, d'avoir un travail qui te plaît, du temps pour tes enfants, etc. Donc voilà, mais qui est une cible assez citadine, et donc ça c'est vraiment c'était vraiment mon cœur de cible, et puis qui correspond bien à l'audience de Limitless. Et en réalité, notamment sous l'essor de Marion Kaplan, on a développé un deuxième cœur de cible qui représente aujourd'hui 50% de notre clientèle, qui sont plutôt des seniors, donc des hommes et femmes qui sont intéressés et éduqués vis-à-vis de la nutrition, donc qui ont déjà des connaissances, pas mal de connaissances, et qui cherchent à préserver leur autonomie et leur santé le plus longtemps possible. Et sur la diversification des influenceurs, ça se fait naturellement. Déjà, moi, quand je reçois un invité sur Limitless, je lui offre en général une commande, et comme j'ai des invités assez variés parce que je suis curieux et que je m'intéresse à la performance humaine sous tous ses facteurs, sous toutes ses facettes, tu vois, j'ai eu Thierry Pic par exemple qui est entrepreneur et qui a une boîte qui s'appelle Cleantex et qui est du nettoyage d'intérieur de bureau, et qui a développé le principe de management de la bienveillance au service de la performance. Donc c'est super intéressant. Ce qu'il dit en substance, c'est que quelque part sa KPI première et reine, c'est de valoriser l'épanouissement de ses collaborateurs. Mais même si tu pourrais dire que c'est quelque chose d'hyper vertueux, c'est pas que pour le plaisir de savoir ses collaborateurs heureux. Ça répond aussi à des enjeux marketing et puis de performance, parce que dans le ménage d'intérieur et de bureau, la satisfaction des collaborateurs détermine directement la qualité du travail effectué. Et alors que c'est un milieu extrêmement concurrentiel où le coût d'acquisition client est très très cher, eh bien si tu as été déçu une fois par le ménage de tes femmes de ménage, jamais tu les rappelles. Et en fait, tu as perdu énormément d'argent à acquérir un client que tu vas perdre du jour au lendemain. Tandis que si le truc il est parfaitement clean, que tout est nickel, que la femme elle est sympa, etc., ben potentiellement tu vas rester hyper fidèle. Et ça, le principal driver et déterminant de ça, c'est la satisfaction, et apporter de la satisfaction dans un métier qui est aussi difficile que celui du ménage d'intérieur, ben c'était un vrai défi. Et donc voilà, donc je trouve que son discours est hyper intéressant. Donc tu vois, ça c'est une typologie, mais j'ai aussi des athlètes, des préparateurs physiques, des médecins, etc. Donc c'est hyper varié. Et puis derrière, dans nos vies, alors tu vois, maintenant on a des collaborateurs chez Pharos, et donc je travaille avec ma femme notamment, qui est aussi mon associé, qui gère plutôt les ops. Et donc je sais pas si c'est un hasard des candidatures ou si c'est une sensibilité féminine, mais elle a recruté surtout des filles sur les postes de service client et préparation des commandes, donc qui elles-mêmes consomment des contenus qui sont peut-être différents des miens et qui ont participé naturellement à l'ouverture justement de la diversité des influenceurs, créateurs de contenu, écrivains, auteurs, etc., à qui on pouvait écrire. Et puis après tu vois, enfin quand je te disais tout à l'heure, j'ai mis des bots puis j'ai été rencontrer des gens. J'ai été rencontrer Pierre Veil, par exemple, qui est le fondateur de Bleu Blanc Cœur, même si on n'est pas labellisé Bleu Blanc Cœur parce que on n'a pas la même finalité et les mêmes exigences. Je respecte énormément son travail. Il a écrit un bouquin que j'ai adoré, j'ai reçu sur mon podcast, j'ai offert aussi une commande féroce. Enfin, donc ça se diversifie naturellement par nos interactions de vie, tu vois. Très bien. Non, effectivement, moi de base je pensais que vous étiez très focus sur les performeurs, mais c'est aussi super intéressant de voir que le marché potentiel pour Pharos est bien plus large et varié que ça. Je vais te poser une dernière question. Je vais revenir un peu en arrière. On parlait tout à l'heure du site internet, et tu as dit que vous alliez justement travailler une refonte du site internet. Qu'est-ce que vous allez refaire sur votre site ? On va tout refaire parce que lorsque j'ai créé Pharos, on était monoproduit. Et puis au fur et à mesure, on a eu une problématique qui était liée à l'équilibre matière.
C'est-à-dire que avant, on récupérait justement que les avants, c'est-à-dire les parties avant de l'animal, et puis certaines parties arrière, enfin les parties les moins valorisées entre guillemets pour faire nos hachés. Et puis il restait les parties nobles, donc tout ce qui était entrecôte, faux filet, filet Châteaubriand. Voilà, et donc ça serait vraiment dommage d'en faire de la viande hachée. En termes de qualité nutritionnelle, c'est la même chose, mais en termes de goût, c'est juste des pièces qui sont délicieuses à manger comme ça. Donc on a commencé à élargir la gamme pour proposer ces pièces nobles en complément. Puis par ailleurs, j'ai commencé à développer d'autres produits. Donc je t'ai parlé de l'huile d'olive. On a aussi le suif de bœuf, qui est de la graisse de bœuf en fait, qui est vraiment la graisse originelle de l'humanité, bien avant l'invention des huiles de graines et des huiles d'olive, etc. C'était notre seule source de graisse. Voilà, j'ai des herbes sauvages qui viennent assaisonner les plats, mais qui sont aussi très très riches en polyphénol. Je développe des produits là autour du poisson, du beurre au lait cru, avec des caséines A2, du jerky. Enfin voilà, donc il y a plus de produits. Et dans ce contexte, je voulais que la lecture de la marque reste toujours aussi bonne, aussi forte. Donc si tu veux, forcément, plus t'élargis ta gamme, plus tu complexifies. Moi, en fait, tu vois, j'ai toujours une obsession, c'est essayer de réduire au maximum la friction décisionnelle. D'ailleurs, tu vois, parfois je te parlais de mon agence là qui a développé le site et parfois il me faisait des recommandations de choses qu'on pouvait ajouter, etc. Moi, je leur disais non, ça ajoute de la friction décisionnelle. Par exemple, quand j'ai mis en place le programme de parrainage et fidélité. D'ailleurs, c'est un programme de fidélité qui est un peu original parce que tu ne t'échanges pas tes points contre des bons d'achat. Tu passes des niveaux et en fonction des niveaux, tu gagnes des produits exclusifs que j'ai pensés comme des vrais produits. Donc il y a un t-shirt de sport féroce, il y a un couteau de chef japonais avec une lame Damas avec 67 couches d'acier qui est absolument incroyable. Enfin, et je les ai vraiment pensés comme des vrais produits que je pourrais vendre sur mon site, mais qui sont accessibles qu'en passant ces niveaux. Donc tu es obligé vraiment de progresser dans l'odyssée féroce pour pouvoir y accéder. Et donc il me disait voilà, sur la fiche produit on pourrait rajouter le nombre de points que ça rapporte, etc. Et moi je dis ouais mais non, en fait ça rajoute de la distraction à des endroits où il faut essayer de minimiser au maximum ces distractions. Et donc avec les logiques d'offres de pack, d'abonnement, comment essayer de garder une forme de simplicité dans ce parcours client, tout en acceptant une forme de complexité liée au développement de la gamme, aux upsells, aux problématiques justement de mise en place de l'abonnement, de réduction de pack, parce que forcément quand tu fais des plus grosses commandes, la livraison en pourcentage coûte moins cher, donc je peux me permettre d'octroyer des réductions. Donc ça a toujours été une obsession pour moi, cette notion de simplicité, de navigation, et donc là clairement les collections, la navigation commençait à devenir complexe, surtout avec les nouveaux produits que j'ai prévus qui arrivent. Donc je voulais d'une part faciliter la découverte du produit, enfin la réponse à la recherche du client le plus rapidement possible lorsqu'il arrive sur le site. Ça, c'était un premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est le fait d'entériner la promesse de la marque dans la tête des clients. Donc notre promesse, je le répète, c'est zéro polluant, haute densité nutritionnelle, agriculture durable. Ok. Et ça, pour moi, donc là, dans les nouvelles fiches produits, à chaque fois, t'as à droite, directement à côté des photos, t'as zéro polluant. Et donc en dessous, qu'est-ce que ça veut dire? Haute densité nutritionnelle. Et donc là, t'as les nutriments clés. Agriculture durable. Et là, t'as 2-3 lignes qui expliquent ça. Et donc ça, dans toutes les fiches produits, que ce soit pour de l'huile d'olive, de la viande, etc., à chaque fois, t'as ces espèces de sous-titres là déroulant directement quand t'arrives sur la page. Et ça, ça permet que dans ta tête, au bout d'un moment, à force de naviguer sur le site, tu te dises, ok, féroce, c'est quoi? C'est zéro polluant, haute densité nutritionnelle, agriculture durable. C'était ça mon objectif principal, tu vois. Okay. Et puis je voulais aussi traduire, tu vois, au début, on était sur des cibles qui étaient très affinitaires, donc qui étaient des cibles chaudes, à qui justement ce discours de nourriture un peu ancestrale, qui tire parti de notre histoire évolutive, parlait. Demain, on va être de plus en plus inclusif en parlant à une population qui est peut-être moins passionnée par la santé, qui a peut-être moins de connaissances en nutrition. Donc, c'était important d'avoir un site qui, en termes d'image, soit garde, et c'était ça l'enjeu et vraiment le défi, garder ce côté ancestral, lien à la terre, à l'alimentation véritable, et en même temps un peu plus moderne, scientifique,
plus en accord avec les codes actuels. Et je trouve que là, le travail qui a été fait, donc là pour le coup avec mon agence Nomaid sur le sujet, a été vraiment incroyable parce que c'est deux choses qui sont un peu opposées, tu vois, en termes de mindset. Et pour autant, le résultat, enfin, tu verras le résultat, tu me diras ce que t'en penses, mais j'en suis assez fier. Il sort quand ce nouveau site? Le but c'est d'être live en janvier. Ok. Donc dans un mois et demi. Là, on a terminé valider toutes les maquettes. On est en train de faire l'intégration. La home est quasiment complètement développée. Il reste les pages produits et collections à terminer. Très bien. Donc on se notera d'aller voir en janvier, d'aller refaire un tour sur le site de Pharos pour aller regarder tout ce travail. Est-ce que il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais que j'aurais dû te poser pour continuer de comprendre comment vous avez réussi à franchir ces paliers de croissance en aussi peu de temps? Ouais, il y a peut-être un dernier élément qui est un concept qui peut sembler théorique, mais qui pour moi est hyper important, que j'appelle l'élévation des parties prenantes. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que je parle de parties prenantes? Parce que c'est hyper inclusif comme terme. C'est-à-dire que pour moi, les parties prenantes, c'est moi-même déjà, c'est mes collaborateurs, c'est nos prestataires, c'est nos producteurs, nos ateliers, nos éleveurs. Et quand je dis viser l'élévation des parties prenantes, c'est que à chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaie de faire en sorte que ça apporte de la valeur pour tout le monde, au-delà de la simple relation commerciale. En faisant ça, évidemment, on sécurise nos contrats, la motivation de nos équipes. D'ailleurs, parmi les parties prenantes, il y a aussi les clients, tu vois. Mmh. Mais je trouve que on a trop souvent tendance à résumer les relations humaines, commerciales et surtout commerciales à des aspects financiers et pas assez aux aspects humains. Mmh. Et pour autant, à mon avis, ils sont absolument fondamentaux. Moi, j'adore les gens qui sont obsédés par leurs produits, par ce qu'ils font, par leur passion. J'adore les gens obsédés. J'adore les gens passionnés. Et j'adore travailler avec eux. Et moi, ça me nourrit de travailler avec eux. Parce que je vais apprendre à leur contact, etc. Et j'ai envie de me dire que, tu vois, on n'est pas à l'abri. Là, c'est clair qu'on a une croissance de dingue et Pharos va super bien et j'en suis hyper heureux. Mais pour autant, tout peut s'arrêter demain. Je le sais. Je suis entrepreneur et on peut pas prédire. Nassim Nicolas Taleb, il parle de signes noirs. C'est des éléments cataclysmiques dont on est incapable, qu'on est incapable de prévoir. Donc c'est pas possible de s'en protéger. Alors parfois tu peux en tirer parti. Donc parfois un signe noir peut mener à des adaptations positives. Par contre parfois il te tue et puis tu peux juste rien y faire. Donc peut-être que Pharos demain aura fait faillite. Mais j'espère que sur le temps de notre existence, les personnes qui ont travaillé et collaboré avec nous auront eu plaisir à le faire et se seront dit que notre histoire aura été utile, tu vois. Et ça, tu vois, donc je disais, ça peut être un concept théorique et en même temps, ça se traduit par plein de choses potentiellement pratiques, tu vois, notamment avec nos collaborateurs. Tu vois, je t'ai parlé des valeurs de Pharos, d'exploration, d'intensité, de vie, etc. C'est des choses qu'on essaie de promouvoir. On leur partage beaucoup d'informations, on leur propose de vivre des expériences, et donc notre créateur de contenu, par exemple, il découvre plein de choses grâce à Pharos et ça a mené aussi une forme de transformation chez lui. Il a décidé de s'inscrire à une Spartan Race l'année prochaine et donc il s'est mis à faire du sport. Je l'ai emmené faire des bains froids ici, donc il a été s'immerger dans l'eau, il a adoré, donc il a commencé à creuser la méthode Wim Hof. Un autre exemple, tu vois, avec nos éleveurs, je te disais que je trouvais que c'était super beau et poétique ce qu'ils font. En fait, eux, ils sont super heureux de pouvoir raconter leur histoire. En fait, eux, ils souffrent quelque part d'être hyper mal valorisés, à la fois financièrement pour le fruit de leur travail, mais aussi en termes d'image par les médias, etc. J'ai organisé une journée où j'ai invité des influenceurs à venir les rencontrer. Alors ça, c'est sûr que ça nous permettait de faire une opération de com pour Pharos parce que ces influenceurs, potentiellement, ils ont créé des contenus, ils ont parlé de nous, mais c'était aussi une façon de revaloriser et de montrer ce que nous on voyait au quotidien et de valoriser leur image, etc. Tu vois. Et je te disais qu'on faisait systématiquement des interviews pour mettre sur les QR codes de nos étiquettes. On en a profité pour faire des photos et donc là on les a imprimées sur des tableaux et on va leur offrir pour Noël. Et tu vois, c'est des petits trucs en plus, mais eux ils vont être tellement fiers et tellement heureux de voir ces photos qui sont magnifiques, qui montrent la beauté de leurs animaux, de leur pâturage, de leur œil qui brille de passion et d'amour. Et d'avoir ça pour mettre chez eux. Voilà, ils vont être super contents et
et donc voilà. Et donc cette idée d'élévation des parties prenantes, j'ai toujours dans un coin de ma tête. C'est pas comme si c'était une obsession, tu vois, mais ça reste là dans un coin de ma tête et ça nous donne des idées, tu vois. Ça nous donne des idées et je pense que en cherchant à faire ça, déjà je suis plus heureux et plus épanoui dans mon travail et dans le sens que je lui donne. Mais je pense que ça comme un peu à l'image de Thierry Pic tout à l'heure dont je parlais avec son management de la bienveillance, je pense que ça participe à la performance globale de Pharos. Très bien. Top. Bah écoute, merci beaucoup David pour tous ces retours que tu nous fais par rapport à Pharos. Pour ma part, c'est je pense une première en termes de d'histoire autour d'une marque et d'histoire autour d'une réussite e-commerce comme celle-ci, qu'on parle de sujets dont on parle trop peu d'une manière générale. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que aujourd'hui, la base de ton côté, ça n'a pas été de craquer Meta Ads ou Google Ads, mais déjà de construire un super produit sur lequel t'appuyer et construire une vraie marque. Et aujourd'hui, ces socles-là, ils te permettent de faire beaucoup de choses et notamment de pouvoir avoir le libre arbitre d'aller investir en ads ou de pas le faire. Ça te donne entre guillemets une sorte d'indépendance et de liberté qui, j'imagine, doit être très agréable de ton côté. Quels sont, je pense qu'on va terminer là-dessus. C'est quoi les prochaines, les grands prochains moments clés auxquels tu vas faire face avec Pharos? Tu parles en termes de problématiques, défis à relever, ou tu parles en termes de projets ou en termes d'enjeux, de lancement de nouveaux produits, d'actualités clés que tu as devant toi? Ok. Alors, donc on a toujours un enjeu supply. Donc pour l'instant, l'essentiel de nos éleveurs sont en Normandie. On a à peu près tous ceux qui sont intéressés par ce modèle sur ce territoire-là. Donc on en développe de nouveaux, notamment la Haute-Savoie et le Massif central. On est en train de développer aussi un playbook de l'élevage à l'herbe avec une espèce de business plan, quelle race choisir, quelle superficie il faut pour avoir une résilience économique suffisante et en même temps pas trop gros pour pas être obligé de recruter trop de monde, etc. Pour permettre d'aider les éleveurs qui veulent s'installer ou faire une transition vers ce type d'élevage. Donc ça répond aussi à des enjeux moyen-long terme. Le second point, c'est qu'on a agrandi nos entrepôts. On vient de construire 100 mètres carrés de chambres froides. Donc, c'est vraiment un immense congélateur, ce qui va nous permettre de faire exploser ce goulot d'étranglement qui était lié à notre capacité tout simplement de stockage et de préparation de commandes. On en a profité pour mettre en place tout un système de traçabilité interne et externe fondé sur nos QR codes pour gagner du temps justement dans la préparation de chaque commande, parce que quand tu dois écrire manuellement un numéro de lot pour chaque client, ça prend beaucoup de temps. Donc là, on a automatisé tout ça avec des pickings, etc. Donc on passe juste à une autre échelle et on pose les bases pour scaler de façon saine vers 6-7 millions d'euros l'année prochaine. On passe dans une petite émission télévisée en janvier qui devrait nous apporter pas mal de visibilité. Et à la suite de quoi on aimerait ouvrir un premier magasin à Paris qui sera à la fois un magasin, un corner pédagogique et un restaurant sur un concept un peu hybride qui soit aussi un lieu de rassemblement parce qu'on veut être une marque qui est ancrée dans le réel, qui réunisse des gens qui partagent les mêmes valeurs et une forme de philosophie de vie et donc on a envie d'être plus qu'une marque digitale, tu vois. Donc ça c'est un projet qui nous anime énormément. Et puis à la fin de l'année là, c'est pas un énorme projet, mais j'ai envie de le mentionner parce que il est original et puis il traduit assez bien la philosophie globale avec laquelle on essaie de créer Pharos. On a une opération magie, c'est-à-dire que dans chaque colis, on va ajouter un jeu de cartes à jouer, et puis 4 tours de magie à apprendre, et donc tu auras tout le mois de décembre pour apprendre à les faire et puis à les présenter à ta famille pour le dîner de Noël et à tes amis pour le nouvel an. Et pourquoi est-ce que ça répond à la philosophie de Pharos? Déjà tu as ce côté exploration, découverte, apprentissage, parce que tu vas acquérir une nouvelle compétence, celle de faire un tour de magie. T'as cette notion de partage qui est absolument essentielle, parce que la nourriture c'est bien plus que des nutriments, c'est quelque chose que tu vis, c'est des émotions que tu partages avec des gens. Et donc là, la magie, tu le fais pas tout seul. Et donc, t'as le plaisir de celui qui fait le tour, et puis le plaisir de ceux qui le reçoivent, et les interactions que ça peut créer. Donc, je te parlais tout à l'heure d'émotions, de souvenirs durables. Et c'est ça le troisième élément, c'est que moi, je me bats contre les émotions jetables. Tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
les véritables émotions, celles que tu vis quand tu pars faire un week-end et que tu vas bivouaquer dans la montagne, ou justement que tu partages un repas et que tu fais un tour de magie. Ces vraies émotions sont en compétition, en concurrence avec des émotions faciles, des plaisirs simples comme Netflix, TikTok, etc. Alors je suis pas contre le fait de se détendre de temps en temps, mais il faut trouver un juste équilibre et il faut vraiment comprendre qu'il y a une réelle compétition entre les deux. Donc là, c'est une façon aussi d'encourager le fait de vivre des vraies émotions dans la vie réelle. Et en plus, je te parlais tout à l'heure d'élévation des parties prenantes, ça tire parti d'une histoire, d'une rencontre, d'une opportunité, qui est que notre créateur de contenu qu'on a recruté à temps plein est magicien, donc ça fait 15 ans qu'il fait de la magie, donc il avait toutes les compétences pour. Et ce projet de jeu de cartes, c'est pas juste des jeux de cartes, c'est des jeux de cartes qui ont été faits avec des artistes, et c'est une boîte qu'il a essayé de lancer. Ça a pas fonctionné, donc il se retrouvait avec du stock sur les bras. Il avait fermé sa boîte, etc. Il savait pas quoi en faire, et puis il y avait aussi cette forme de tristesse, de déception, de pas avoir mené le projet au bout. Et donc moi, je lui ai proposé de lui racheter ses stocks. Donc je lui ai racheté à prix fournisseur, donc il va pas gagner d'argent, mais au moins il amortit tout l'argent qu'il a perdu, et puis surtout il va pouvoir avoir le plaisir de voir ce projet se finaliser et de gens réellement utiliser ces jeux en les ayant dans leurs mains. Et pour mes clients, je pense que ils auront ce plaisir supplémentaire d'avoir un jeu unique qui sera jamais réédité, qui ressemble à aucun autre et avec des cartes absolument magnifiques. Et là, tu pourrais dire, quel rapport avec la nourriture? Justement, c'est là où je te parle de raconter et de créer une marque qui va plus loin que sa mission et sa promesse, qui a un réel but. Et mon but, c'est d'inspirer les gens à vivre pleinement. Très bien. C'est vraiment passionnant, tout ça. Merci encore, David. Pour ma part, je me suis déjà éclaté à enregistrer ce podcast avec toi. J'ai appris beaucoup de choses. C'est très agréable d'entendre quelqu'un d'aussi passionné, d'aussi imprégné par son sujet le raconter. Je me suis retenu de pas te poser de questions un peu plus personnelles parce que je suis, comme je te le disais tout à l'heure, un fidèle auditeur de ton podcast. J'ai même lu ton bouquin que j'ai juste ici, que tu as sorti il y a quelques semaines, qui me concerne en tout cas beaucoup. J'invite en tout cas les personnes qui écoutent ce podcast aujourd'hui, qui est très centré sur la partie e-commerce, à aller aussi écouter le tien. On mettra les liens en description de la vidéo, d'aller sur le site de Pharos, découvrir la marque, les produits, etc. Est-ce que toi, tu as d'autres choses que tu veux mettre en avant, un profil LinkedIn? Enfin, dis-moi. Ouais, si les gens ont envie de me suivre sur LinkedIn ou de me parler, j'aime toujours rencontrer des gens, surtout que je me suis passionné pour l'e-commerce. Donc, s'il y a des auditeurs qui ont envie d'échanger sur ces sujets et de mettre en perspective nos idées, je crois beaucoup en l'émulation collective. Donc, avec grand plaisir pour en discuter. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Super. Écoute, merci beaucoup Nicolas pour tous tes précieux conseils aujourd'hui et tes précieux retours d'expérience. Et puis, bonne réussite à Pharos et puis bon courage, si je peux le dire comme ça, pour tous les challenges dont tu viens de parler. Merci beaucoup Thomas pour ton invitation et puis aussi pour ton podcast qui fait partie justement de ma nourriture intellectuelle, que je prends toujours beaucoup de plaisir à écouter. D'ailleurs, il y a plusieurs épisodes qui m'ont permis de découvrir des gens avec qui je travaille directement ou indirectement, notamment Nicolas sur la partie CFO, avec qui on va démarrer. Et puis Florian de Facette. Alors lui, on travaille pas ensemble, mais je me suis abonné à sa newsletter qui est géniale. Et qui correspond très bien en plus avec la philosophie avec laquelle en tout cas ma vision du branding. Donc voilà, merci à toi pour ton travail. Super, merci beaucoup David. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.